Début novembre dernier, au café Drouan à Paris, le prix Goncourt a été décerné au livre Houri de Kamel Daoud. Le Goncourt, c'est le prix littéraire le plus important en France. Ça promet un grand succès au livre qui va le recevoir, ça met en avant sa maison d'édition, qui ici est Gallimard, et ça met sur le devant de la scène un livre que peut-être la majorité des gens n'auraient pas vraiment lu s'il n'avait pas reçu de prix. Le Goncourt, c'est un succès automatique. Et l'annonce du prix Goncourt décerné à ce livre de Kamel Daoud a fait beaucoup de remous sur la scène médiatique et littéraire française. Je dis en France, mais aussi beaucoup en Algérie, pays d'origine de l'auteur. On a accusé Kamel Daoud d'avoir plagié l'histoire sur la vie d'une véritable Algérienne, sans son consentement, d'être un faux féministe qui essaye de se faire bien voir avec son livre alors qu'il a été condamné pour violence conjugale envers son ex-femme, et d'être tout simplement un auteur complètement hypocrite. Et dans cette vidéo, j'ai envie de revenir un petit peu sur tout ça. Pour une raison simple, c'est que, au départ, ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, en découvrant les scandales et toute l'histoire autour de Houri, le plaisir était beaucoup moins là. Alors il faut savoir que ce livre, je l'ai lu dans le cadre d'un book club que Lola de la chaîne La Bibliothèque de Poche avait organisé. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, j'aime beaucoup ses vidéos. Et du coup, elle nous avait demandé d'aller lire le prix Goncourt pour qu'on puisse tous en parler à table autour d'un verre de vin. Alors j'ai acheté ce livre et je me suis plongé dans cette lecture durant 2 semaines. Je lisais un petit peu tous les jours, j'avais envie de prendre le temps, d'apprécier l'œuvre et de vraiment me plonger dans ce livre qui est censé être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de l'année. Il faut dire un truc, c'est que ce livre, je l'avais adoré. Quand je suis arrivé au book club il y a quelques semaines, j'avais beaucoup de points positifs à donner sur ce livre. Je trouvais son style fleuri, poétique, très recherché, des pages denses qui te font vraiment voyager et qui te font vivre une réalité que tu n'as pas connue avec beaucoup de puissance. J'étais convaincu par Houri. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans mon cœur à propos de l'appréciation que j'ai de ce livre ? Eh bien, il est temps d'en parler dans cette vidéo. Alors cette vidéo est très inspirée de 2 autres vidéos qui sont vraiment géniales. Une vidéo d'Aléa Plus qui parle du prix Goncourt 1924 et de celui de 2024, et des prix Goncourt en général. Et surtout une vidéo de Qu'est-ce qu'on lit, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui est une grande inspiration pour ma propre chaîne YouTube. Donc allez voir toutes ces vidéos parce que je trouve que son travail est extraordinaire. Et sa vidéo qui est sortie il y a quelques temps sur le Goncourt m'a ouvert les yeux à propos de ce livre. Donc je vous conseille absolument d'aller voir la vidéo de Qu'est-ce qu'on lit. Déjà, Houri, ça parle de quoi? Le nom Houri, c'est le nom qu'on donne aux femmes qui sont promises aux musulmans méritants quand ils vont au paradis. Et c'est le nom que Kamel Daoud a décidé de donner à son livre, où il raconte l'histoire de Aube, une jeune femme de 26 ans qui a survécu à la décennie noire en Algérie, une période de guerre civile des années 90, qui opposait des islamistes avec le gouvernement et des soldats du gouvernement. Cette guerre civile, elle a décimé pas loin de 200 000 personnes si je ne me trompe pas. Et Aube, pendant cette guerre, elle a vu ses parents et sa sœur se faire tuer devant ses yeux. Et elle a fini égorgée, mais elle a survécu. Elle a du coup grandi avec une canule, une sorte de trou dans la trachée qui lui permet de respirer. Elle est quasiment muette. Et elle a grandi avec une mère adoptive qui est avocate à Oran, en conservant en elle ce deuil impossible d'une famille complètement mutilée par la guerre. Au début de l'histoire, Aube, elle est tombée enceinte. Et elle a décidé d'avorter, elle ne veut pas garder l'enfant. Mais dans un dernier élan d'espoir, elle décide de faire un monologue à cet enfant, qui n'est pas censé naître, et de lui expliquer ce qu'elle a vécu elle, et ce que les Algériens ont vécu, et notamment les Algériennes, pendant cette décennie noire qui est la sorte de boîte de Pandore du gouvernement algérien, dont personne n'est censé devoir parler aujourd'hui, et c'est interdit de l'aborder dans des livres. Au départ, l'idée du livre, je la trouve géniale. Raconter d'une voix intérieure avec un monologue à la première personne, le récit d'un personnage qui ne peut plus parler, lui donner une voix, je trouve ça splendide. Et j'ai trouvé que le style du roman, notamment dans sa première partie, était grandiose. J'ai lu ce livre avec énormément de plaisir face au talent de Kamel Daoud qui arrivait à nous écrire des phrases très longues, de très belles métaphores, un style très fleuri et qui nous donne à vivre le point de vue de Aube, un point de vue quasiment nihiliste parce qu'elle ne croit plus qu'il y a un espoir pour les femmes algériennes. L'idée du livre au départ, elle est très puissante. Raconter cette guerre qu'on n'est pas censé dire, dont on n'est pas censé parler en Algérie, et qui a fait aussi que Gallimard, la maison d'édition, a été interdite du Salon du Livre d'Alger, parce qu'ils avaient publié le livre de Daoud. Donc le livre est sorti dans ce climat très chaud, très tendu, entre la France et l'Algérie, et où Kamel Daoud apparaissait comme une sorte de libérateur de la parole, celui qui allait vraiment libérer la parole des Algériennes, et leur donner une voix alors qu'on leur avait coupé la langue. Le livre, il est découpé en 3 parties, tout en suivant toujours ce monologue intérieur de Aube qui parle à son enfant à naître. Et ce récit va être entrecoupé des autres récits de plusieurs personnages qu'elle va rencontrer qui vont lui donner différents points de vue sur la guerre civile algérienne. Pour parler un petit peu du livre, je trouve que la première partie est vraiment très bonne et que la fin est plutôt ratée. Je trouve que c'était
un peu trop téléphoné, un peu un Deus Ex Machina, comme on dit, une sorte de résolution qui sort un peu de nulle part, et que ça aurait pu être bien mieux. Mais quand j'ai lu ce livre, au bout de 2 semaines de lecture à m'être plongé dans Houri, dans ce récit et cette prose très poétique, très fleurie, très belle, j'étais quand même conquis, même avec une fin un peu décevante. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est qu'au moment où j'avais prévu de faire cette vidéo il y a quelques semaines, où je prenais des notes un petit peu là-dessus de ce que je voulais dire, eh bien j'étais prêt à défendre Houri. Je voyais tout le monde critiquer Kamel Daoud, l'auteur, à raison sur plein de sujets, mais plus personne ne parlait du livre. Et moi qui venais de le lire, qui venais de beaucoup l'aimer, j'avais envie de défendre le livre en disant « Oui, l'auteur a fait des mauvaises choses, mais ça en reste un grand livre. On ne peut pas venir annuler ce livre, empêcher les gens de le lire alors que je pensais cette lecture importante, peut-être même nécessaire. » C'était le point de vue que j'avais jusqu'à il y a peu de temps. C'est le visionnage de la vidéo de Qu'est-ce qu'on lit qui m'a changé d'avis là-dessus. Dans sa vidéo, elle va aborder tous les scandales autour du livre, dont je vais faire un petit résumé juste après, et je me souviens regarder cette vidéo il y a quelques jours à peine et me sentir énervé envers Houri de Kamel Daoud. J'étais énervé d'avoir aimé ce livre parce que je me rendais compte que j'étais tombé dans le panneau, que je m'étais fait avoir par un livre qui avait l'air d'avoir de belles intentions, qui avait un beau message et qui en réalité était beaucoup plus hypocrite qu'il en avait l'air. Et je me souviens de voir cette vidéo de Qu'est-ce qu'on lit qui était passionnante et de me dire « Merde, je me suis fait avoir, je suis énervé contre ce livre parce que je l'ai aimé. Si j'avais détesté le livre, je pourrais cracher dessus sans vergogne, j'aurais aucune pitié. Mais je me retrouve là dans une situation où le livre, je l'ai beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup d'amour pour ce récit et j'étais prêt à le défendre jusqu'au moment où je me suis vraiment rendu compte de ce qui se passait. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Quand Kamel Daoud a reçu le prix Goncourt, beaucoup de gens s'y attendaient. C'était déjà un petit peu annoncé que son livre, qui venait d'être interdit en Algérie, qui déjà subissait beaucoup de critiques, allait recevoir le prix pour donner une sorte de soutien de la classe dominante bourgeoise française pour la liberté d'expression et contre la censure. Ça a l'air plutôt louable, dit comme ça. Mais après l'obtention de ce prix, plusieurs scandales ont émergé, notamment dans les journaux algériens. Tout d'abord, on a accusé le livre de maltraiter l'Algérie, de ne pas vraiment décrire la vérité de la vie algérienne. Et ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué en lisant, mais que j'avais mis un petit peu de côté. C'est vrai que le livre ne donne aucune belle chose à propos de l'Algérie. La seule jolie chose qui est plutôt bien décrite, ça serait la mer Méditerranée. Mais elle est belle dans ce livre parce qu'il y a l'Europe derrière et la possibilité d'une fuite et d'un monde plus libre. La terre algérienne, elle est décrite comme une terre aride, vide, où les femmes sont écrasées, où les hommes ne sont que des fanatiques et où finalement les individus n'existent pas vraiment. Il y a des imams qui répètent les mêmes sermons, les hommes sont quasiment effacés et les femmes se taisent. Et moi je suis français, je suis jamais allé en Algérie. Je connais pas beaucoup la vie algérienne, ni même cette période de la décennie noire, mis à part dans des films comme Papicha, qui est d'ailleurs un film très intéressant, je ne connaissais pas vraiment cette partie de la vie algérienne. Alors quand je lis ce livre et qu'on me décrit cette terre aride, ce peuple opprimé, j'ai des envies de révolte. Je sens qu'il fallait que quelqu'un le dise, il fallait que quelqu'un révèle leurs paroles et puisse leur donner de la liberté. Et je lis ce livre avec beaucoup de plaisir, en me disant qu'il est important. Mais en réalité, Houri de Kamel Daoud ne décrit pas vraiment l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui, c'est une terre où les filles vont à l'école, les filles vont à l'université, il y a plein de personnes qui s'émancipent, et ce n'est pas cette terre aride où tout le monde est écrasé. C'est un pays beaucoup plus libre, beaucoup plus beau que ce qui est raconté dans ce livre. Et c'est un reproche que beaucoup d'Algériens ont fait envers Kamel Daoud, de venir en France, le pays qui était à l'époque colonisateur de l'Algérie, et de venir critiquer l'Algérie depuis la France parce qu'il ne risque pas grand-chose. Mais cette critique constante de l'Algérie, je l'avais acceptée en lisant le livre parce que je m'étais dit, c'est le point de vue de Aube, l'héroïne, évidemment que son point de vue est biaisé puisqu'elle n'a pas fait le deuil de la mort de sa famille, elle n'a pas fait le deuil de cette guerre. Donc évidemment que son regard sur le monde, il est triste. Et vu que tout le livre est en monologue intérieur, j'avais accepté qu'elle pouvait être biaisée et que son point de vue n'était pas forcément la vérité, mais c'était son point de vue à elle, à l'héroïne. Et c'est le cas dans plein de livres, on peut très bien écrire des choses qui ne sont pas vraies, mais qui sont le point de vue d'un personnage, sans que ce soit le point de vue de l'auteur. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut totalement reprocher au livre. Mais ensuite, les scandales sont montés d'un cran. Le livre a été accusé d'être un plagiat. Une jeune femme, Saada Arban, qui elle aussi a survécu à un égorgement, qui elle aussi a vu sa famille tuée devant elle pendant la guerre civile algérienne, et qui a survécu, est venue raconter à la télévision algérienne que Kamel Daoud lui avait volé son histoire sans son consentement, qu'il avait étalé dans ses pages son récit à elle, et il faut dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre l'histoire de Aube et l'histoire de Saada Arban.
Les deux personnages ont un salon de coiffure, les deux personnages ont vécu les mêmes traumatismes, les canules qu'elles ont dans la gorge sont les mêmes. Et au départ, j'avais un petit peu survolé ce scandale en me disant « ça arrive de s'inspirer de quelqu'un, c'est pas quelque chose qu'on peut reprocher à un auteur ». Même s'il s'inspirait directement d'une personne, peut-être qu'il s'est inspiré de plein de récits d'Algériennes de l'époque, et que c'en est une parmi d'autres, qu'on peut pas reprocher ça à Kamel Daoud. Mais le problème, c'est que Saada Harban, elle avait comme psychiatre la femme de Kamel Daoud, et que Kamel Daoud était venu voir Saada pour lui demander de prendre son récit et de l'écrire. Alors est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un auteur de s'inspirer de la vie de quelqu'un qui a vraiment existé? Je pense pas. Parce que plein de récits, plein de livres sont inspirés de véritables gens et parfois des gens qui sont nos proches. On n'a pas reproché à Édouard Louis de parler de sa famille dans chacun de ses livres. C'est presque devenu un cliché chez lui parce qu'il ne parle que de sa famille. On ne lui a jamais reproché ça, même quand il avait des mots très crus et très difficiles envers ses parents. Et quand il sortit cette polémique, je la prenais un petit peu en demi-teinte. Je trouvais qu'on abusait un petit peu, que Kamel Daoud avait bien le droit de s'inspirer de la vie de quelqu'un et que c'était pas un problème, que ça pouvait rester un grand livre. Mais après réflexion, on parle d'un livre qui est censé être ce grand livre féministe, qui a libéré la parole des femmes et la parole des victimes. Écrite par un homme qui ne risque plus grand-chose, qui vit en France, qui a fui son pays d'origine pour pouvoir le critiquer depuis un pays où il ne risque rien. Pour quelqu'un qui est censé libérer la parole des victimes, venir invisibiliser la victime, ne pas écouter sa parole, refuser son refus de partager son histoire, et lui prendre son histoire pour la raconter de manière mensongère, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Aujourd'hui, je comprends complètement les gens qui critiquaient Houri de Kamel Daoud à propos de cette histoire de plagiat. Même si c'est pas vraiment un plagiat parce qu'il a changé l'histoire, eh bien, le fait de s'être inspiré de la vie de quelqu'un qu'il connaît, de l'avoir fait ouvertement, alors qu'elle avait elle-même refusé qu'on prenne son histoire, eh bien, c'est un énorme manque de respect envers une victime. Pour un livre qui se veut libérateur de parole et du côté des victimes, ça la fout un peu mal. Rajoutons à ça que Kamel Daoud avait été condamné pour violence conjugale envers son ex-compagne, donc compliqué de voir cet auteur comme un grand auteur féministe. Et voilà, cette liste de scandales qui sont arrivés petit à petit après ma lecture m'ont fait complètement revoir ce livre. Ce livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé puissant et important. Le vernis commence à s'effriter et je vois derrière une sorte de coquille creuse, une hypocrisie qui se révèle aussi par les différents soutiens de Kamel Daoud, soutenus par le président de la République et par des intellectuels du printemps républicain. Le printemps républicain, c'est cette mouvance qui à la base était faite d'intellectuels qui se pensaient de gauche, qui sont peu à peu devenus très critiques de la religion musulmane et qui finissent par parler de féminisme, de droits des femmes, seulement quand c'est l'islam qui attaque. On a des gens comme Raphaël Antoven ou comme Caroline Fourest qui sont dans cette mouvance-là. Même s'ils pourraient avoir raison sur certains points, est-ce qu'on peut vraiment les considérer féministes quand ils ne défendent les femmes que dans une seule des catégories, que quand c'est l'islam qui attaque? J'ai bien l'impression que non. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec Kamel Daoud. C'est quelqu'un qui a été extrêmement critique dans son livre de l'Algérie, de l'islam, et qui a en fait rapporté un discours biaisé sur l'Algérie. La vie des femmes algériennes dans son livre, ce n'est pas la vie des femmes algériennes aujourd'hui, alors qu'on a l'impression que ça l'est. Et quand on regarde la vraie vie de Saada Harban, qui aurait inspiré ce livre, on peut voir qu'il y a des choses qui ont été occultées et que c'est des véritables choix politiques de la part de l'auteur. La mère adoptive de Aube, l'héroïne du livre, est une grande avocate à Oran, pourtant jamais on va expliquer comment elle s'est émancipée. Jamais on va faire le récit de femmes qui ont réussi. On ne fait le récit que de la dévastation de cette Algérie. Alors qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. Ce n'est pas aussi extrême et aussi binaire que ce qui est raconté dans Houri. La véritable Algérie, c'est pas une terre aride et vide où toutes les femmes sont incultes, où le fait d'aller à l'université viendrait écraser ces femmes parce qu'elles n'ont aucun espoir. C'est faux. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le pays aujourd'hui. Et venant de la part d'un homme qui a fui ce pays, qui n'y est plus, c'est quand même vachement hypocrite. Et les critiques des Algériens envers Houri me prouvent encore plus que le récit de ce livre est très biaisé. Alors malgré tout, est-ce qu'il vaut le prix Goncourt? Quand je l'ai lu, je pouvais pas m'enlever de la tête que c'était un grand livre, qu'il était très bien écrit. Il y a un style important, puissant, violent par moments, mais extrêmement fourni, beaucoup de vocabulaire, de métaphores, c'est très riche, c'est très beau. Je peux pas dire que ce livre ne mérite pas le prix, parce que c'est un bon livre, en tout cas dans sa forme. Mais il faut pas oublier que le prix Goncourt aujourd'hui a des conditions très particulières. Les grandes maisons d'édition viennent proposer qu'un seul livre, on a une très courte sélection, et les votants, le jury, viennent tous de ce climat bourgeois parisien, blanc et âgé. Est-ce qu'on peut vraiment prendre en considération ce point de vue-là pour choisir quel serait le grand livre de l'année? Je ne viendrai pas critiquer le prix Goncourt en disant que le prix Goncourt ça ne sert à rien, que c'est un mauvais prix, parce que je ne le crois pas. Je crois que beaucoup de livres qui ont reçu le prix Goncourt méritaient ce prix. Et je pense aussi que Houri n'a pas à pâlir devant les autres prix Goncourt, comme si ce prix n'était que politique et il ne méritait pas vraiment d'être applaudi pour ses qualités littéraires. Je pense que le livre de Kamel Daoud est un livre très bien écrit. Maintenant, il faut aller plus loin.
Le prix Goncourt est un prix politique, tout comme le livre de Kamel Daoud a été politique. Et aujourd'hui, il est plus possible de parler que du livre et de ses qualités littéraires en oubliant l'intention de l'œuvre. Et si je suis en train de faire cette vidéo, c'est pas seulement pour répéter encore une fois les scandales autour de Kamel Daoud. Le but de cette chaîne, c'est pas juste d'aller jouer un petit peu sur le scandale et de faire des vues, mais c'est pour apporter une réflexion que moi-même j'ai eue en lisant le livre. Est-ce qu'on peut apprécier une œuvre qui a des mauvaises intentions? Qu'est-ce qui va faire qu'on va changer d'avis sur une œuvre? Est-ce qu'on peut vraiment obstruer de notre regard des intentions de l'auteur qui n'auraient pas été les bonnes si l'œuvre finalement on l'a aimée? Eh bien c'est tout un débat sur notre appréciation des œuvres. Déjà, est-ce qu'on doit condamner un livre à cause de ces scandales? Est-ce qu'on aurait dû condamner Houri? Est-ce qu'on devrait ne pas lire ce livre parce qu'il aurait volé la vie de quelqu'un, qu'il aurait plagié quelqu'un d'autre, que l'auteur ne serait pas quelqu'un de parfait? Eh bien je pense pas. Je pense pas que ça soit une raison de ne pas lire un livre, de s'obstruer en fait à la culture parce que l'auteur ne nous plaît pas ou que l'auteur a fait des mauvaises choses. On peut très bien aimer des œuvres faites par des gens horribles. J'écoute toujours du Michael Jackson alors qu'il y a eu des accusations à propos de Michael Jackson. J'ai déjà vu des films de Roman Polanski et je les ai beaucoup appréciés. J'aime beaucoup Rosemary's Baby. On peut très bien apprécier des œuvres sans aimer l'auteur. Et je pense qu'il faut pas venir s'interdire d'aimer une œuvre parce que l'auteur aurait été quelqu'un d'horrible. Maintenant, est-ce qu'un auteur a le droit d'être repenti? Est-ce que un auteur comme Kamel Daoud, qui a été condamné pour violence conjugale, a le droit d'écrire un livre féministe? Là, c'est un débat qui peut être un petit peu plus tendu. Mais je pense aussi qu'il a le droit, que c'est possible. Je crois sincèrement au pardon. Je crois que c'est possible d'évoluer, que quelqu'un qui a fait des crimes ou qui a fait des différents méfaits à plein d'échelles différentes puisse vraiment apprendre et évoluer. Et je crois au pardon, je crois qu'il faut donner une seconde chance parce que je pense que c'est quelque chose d'humain et d'important et d'empathique. Notre boussole de justice, en fait, peut être biaisée. Des choses qu'on va considérer comme immorales vont être morales pour quelqu'un d'autre ou pour une autre culture. Et je crois sincèrement que quelqu'un peut évoluer, peut apprendre à être plus moral, à avoir une meilleure éthique et à être une meilleure personne. Et je crois sincèrement à ça. Donc, je crois que Kamel Daoud, même s'il avait été condamné pour violence conjugale, pouvait écrire un livre féministe. Mais est-ce que son livre l'est vraiment? Là, j'en suis pas sûr. Quand on décide de prendre la parole d'une victime, sans son consentement, après lui avoir demandé maintes et maintes fois et qu'elle a refusé plusieurs fois, de ne pas écouter cette personne, de venir invisibiliser une réalité de l'Algérie aujourd'hui pour seulement venir montrer le côté négatif. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train d'écrire un livre mensonger? Après, c'est mon point de vue. C'est tout à fait normal que vous ne soyez pas d'accord. Mais aujourd'hui, après avoir autant apprécié le livre et avoir découvert tous les scandales, après avoir vu la vidéo de Qu'est-ce qu'on lit, eh bien, je suis forcément déçu. Je n'arrive plus à voir le livre de Kamel Daoud comme un grand livre comme je l'avais vu à ma première lecture. Peut-être que dans 10 ou 20 ans, je le relirai avec autant de plaisir. Peut-être que j'aurais réussi à mettre de côté l'auteur et à me dire oui, il a fait des mauvaises choses, mais le livre est peut-être important et puis il est bien écrit, ça mérite quand même d'y porter un œil. Mais aujourd'hui, je suis déçu et je suis un peu énervé envers ce livre parce que moi je l'avais aimé ce livre. J'avais aimé Houri de Kamel Daoud, j'avais aimé ce livre et j'étais prêt à le défendre. Et ma vidéo au départ, elle était faite pour le défendre, pour venir dire que même si un auteur a fait des mauvaises choses, il peut quand même faire une bonne œuvre et qu'on peut quand même apprécier une œuvre. Mais en fait, j'arrive plus à avoir juste ce point de vue-là. J'arrive plus à obstruer que ce livre, il a été fait de manière plutôt hypocrite. Quand je faisais le book club avec Lola et avec tous les autres invités de la bibliothèque de poche, une des discussions qu'on avait eues, c'était que le livre a été fabriqué pour le Goncourt. Et ça se ressentait. Parce que c'était extrêmement fleuri, extrêmement fourni, très généreux dans le style, dans le vocabulaire. Ça se voyait qu'il voulait avoir un prix, parce qu'il avait vraiment tout donné là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on pouvait le reprocher? Peut-être pas. Mais ça se voyait qu'il y avait une part d'opportunisme dans son livre. Et puis de parler de l'Algérie, de la critiquer, quand c'est devenu un petit peu facile de le faire, quand la France se rapproche du Maroc et est en froid avec l'Algérie comme elle a souvent été. Voir le livre se faire interdire en Algérie augmentait aussi les chances d'avoir le prix, et augmentait pour Gallimard un meilleur succès de meilleures ventes. Je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui voir une œuvre sans voir les intentions de l'auteur. Et c'est quelque chose où j'ai failli tomber dans le panneau en le lisant, parce que j'ai vraiment cru que ce livre était profond et puissant. Et je pense que d'une certaine façon, il l'est, mais il est mensonger sur plein d'autres. Sur plein d'aspects de l'Algérie, il ne dit pas la vérité. Et même s'il y a des choses très vraies, ce récit est beau et ce récit est important. Le récit de Aube, cette femme qui se bat pour faire son deuil, je trouve ça très beau. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à ne pas voir les intentions de l'auteur. Et ces intentions, c'est les intentions d'une classe bourgeoise dominante qui aime beaucoup taper sur l'islam et sur l'Algérie parce que c'est devenu facile de taper dessus. Qui va aller obstruer plein de vérités pour aller dans son sens et dans le sens d'une classe bourgeoise. Mais ce que nous révèle Houri de Kamel Daoud et surtout tout le scandale autour de ce livre, c'est pas seulement une histoire autour de Kamel Daoud. C'est pas seulement une histoire autour de ce livre. C'est une vraie discussion, un vrai débat sur notre appréciation des œuvres. Il y a des œuvres qu'on va aimer, mais dont les intentions sont mauvaises. Ou en tout cas ne vont pas dans le sens de nos propres idées. Ou même parfois des intentions qui sont faites pour nous berner. Quand on regarde un film de Disney,
qu'on va croire être un film woke ou un film de grande émancipation féminine, on ne peut pas retirer le fait que Disney, c'est une grande multinationale qui cherche avant tout à faire du blé sur notre dos. C'est pas possible de croire que Disney est une sorte de grande compagnie féministe. C'est pas le cas. Il est temps qu'on repense notre rapport à plusieurs œuvres, entre notre interprétation et les intentions de l'auteur. C'est plus possible de retirer l'intention de l'auteur. On parle souvent de ce débat, faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Mais ce débat, il n'a pas vraiment de sens, parce que l'artiste, c'est l'homme. L'homme, lui, il s'est inspiré dans son art de ce qu'il a vécu. Et on peut très bien être un horrible homme et un bon artiste. Mais l'intention de l'œuvre, le débat autour de l'intention est plus important, je pense. Est-ce que l'œuvre, ce qu'elle a dit, c'est vraiment ce qu'elle voulait dire ? Est-ce que quand on a aimé une œuvre, on s'est rendu compte de ce qu'elle voulait nous raconter ? Est-ce qu'on s'est rendu compte du jeu qui était joué avec nous dans notre dos ? Et ça va au-delà des œuvres. Par exemple, un film comme Forrest Gump, c'est un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je le regarde avec un petit peu de recul. Je me dis, est-ce que cette sorte de magnification de l'Amérique est vraiment réaliste ? Est-ce que c'est pas une sorte de grand mensonge de nous faire croire à cette sorte de méritocratie de quelqu'un qui sort de nulle part, qui peut tout réussir, en ayant ce rapport presque un peu niais à la vie ? Ou alors peut-être que Forrest Gump va critiquer l'Amérique en érigeant en héros un idiot. Mais j'ai pas l'impression que l'auteur était vraiment critique, que Robert Zemeckis est un critique de l'Amérique dans ce qu'il fait. J'en ai pas vraiment l'impression, j'en ai jamais eu l'impression en fait. Du coup, certains films ou certains livres, je les vois aujourd'hui avec un regard différent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a vraiment voulu me raconter cet auteur ? Et je pense que c'est un recul intellectuel qu'on doit avoir sur plein de choses dans la vie. Quand on voit des groupes comme le groupe Nemesis, qui se dit féministe, qui vient aller défendre les femmes, mais qui en réalité ne défend pas les femmes transgenres, et qui est extrêmement transphobe, et qui va défendre les femmes surtout quand c'est l'islam qui les attaque. Est-ce que ce groupe-là est vraiment féministe ? Pas vraiment. Quand tu décides d'obstruer certaines luttes pour ne choisir que celle qui te convient et avoir cet avis biaisé, tu ne peux pas te considérer du côté des victimes. Pendant les législatives dernièrement, on a vu le Rassemblement national donner des propositions qui étaient plutôt axées à gauche. Ça parlait de réduire les impôts pour les moins de 30 ans, ça parlait de justice sociale et de donner de meilleures aides aux agriculteurs ou aux étudiants, alors que c'est des choses que la gauche propose depuis des décennies. Est-ce qu'on peut croire que le Rassemblement national s'est gauchisé ? Pas du tout. Évidemment que non. La vérité, c'est que c'était pour avoir des voix, pour se faire bien voir sur le programme, mais que dans les votes à l'Assemblée, ils ont principalement voté comme le status quo, comme la classe dominante et comme la Macronie. Et je pouvais pas parler de livres sans finir par parler politique. Voilà. Il faut qu'on se pose tous ces questions sur les œuvres qu'on regarde. Garder cet esprit critique, de se dire, est-ce que l'œuvre que je vois ne veut pas dire autre chose ? Est-ce que ce type-là qui sort de nulle part, qui nous fait quelque chose de très féministe, n'aurait pas une envie de se dédiaboliser par rapport à des choses qu'il a fait ? Est-ce que c'est sincère ? Est-ce qu'un auteur est sincère dans ce qu'il fait ? Et ça, c'est un débat qui peut ne pas avoir de fin, parce que c'est dur de voir la sincérité d'une œuvre. Donc voilà, je me retrouve avec ce livre-là, chez moi, Houri, que j'avais beaucoup aimé, que je trouve bien écrit, puissant. Est-ce que je vous conseillerais de le lire ? Je sais pas. Je vous dirais pas ne lisez pas ce livre. Si vous voulez le lire, lisez-le, c'est bien écrit, c'est profond. Mais surtout, n'occultez pas les intentions de l'auteur. N'occultez pas que ce regard, il est très biaisé. Sur l'Algérie, sur les femmes algériennes, sur la vie de ces gens en Algérie. N'occultez pas que l'auteur est proche d'une classe dominante qui est très heureuse de voir un Algérien critiquer l'islam et l'Algérie. Que ça rapporte des points à tout ce système-là, un peu bourgeois du printemps républicain, qui est très heureux de pouvoir critiquer sans vergogne et de choisir leur lutte que quand ça leur plaît. N'occultez pas les intentions de l'auteur, peu importe l'œuvre que vous regardez. Intéressez-vous aux auteurs, intéressez-vous aux œuvres que vous lisez. Ne lisez pas juste des pages pour lire des pages. Allez plus loin dans tout ce que vous regardez, dans tout ce que vous lisez, dans tout ce que vous consommez, entre guillemets. Et ça, c'est pas seulement vrai pour les livres ou pour les œuvres d'art, c'est vrai pour tout. Quand vous entendez un politicien parler et venir dire quelque chose qui a l'air super, posez-vous la question, est-ce que ce politicien, il a toujours voté dans ce sens-là ? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous dire ça pour vous plaire ? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous mentir ? Est-ce qu'une personnalité publique qui vient défendre une cause n'a pas été payée pour ça ? Est-ce que cette cause est vraiment défendable ? Posez-vous toujours la question, quelles sont les intentions derrière un message ? Je pense que c'est ça l'essentiel que je veux partager avec cette vidéo, et je pense que je ferai d'autres vidéos pour parler de ce système-là, de comment des œuvres peuvent finalement un petit peu vous mentir ou un peu vous la mettre à l'envers, et que parfois on n'a pas vu les intentions derrière une œuvre. Ou que certains récits qui auraient été mal aimés sont en fait des chefs-d'œuvre incompris. Si vous avez lu le livre de Kamel Daoud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous l'avez aimé aussi, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas là pour vous dire de pas aimer ce livre, je suis pas là pour vous dire de ne pas le lire. J'invite ceux qui l'ont déjà lu à venir en parler, parce qu'il faut pouvoir ouvrir cette parole-là. Nous tous, on peut élever nos consciences et se demander quels sont les enjeux de ce livre, qu'est-ce que ça venait apporter dans le paysage littéraire actuel, et est-ce qu'il avait vraiment de bonnes intentions. Partagez votre point de vue en commentaire, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Allez à plus
et celle de Qu'est-ce qu'on lit que j'ai adoré aussi. Et si vous voulez découvrir d'autres points de vue de ma part, n'oubliez pas de vous abonner à Théo Yapping. Ici on essaie de comprendre les systèmes de domination et on parle consumérisme, capitalisme, art, cinéma, littérature, médias, plein de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, portez soin de vous et à bientôt.